Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com Ouest France et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. Bonjour Christian Eckert. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Anne-Laetitia Béraud de 20 minutes et Michel Urvois de Ouest France sont aussi avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe de l'émission. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux #DirectPolitique. Alors Christian Eckert, j'ouvre les guillemets, une caricature de démocratie qui ôte le pouvoir des députés. Voilà ce que hurlent ce matin et ce que hurlaient hier soir les députés PS Frondeurs. Pourquoi avoir suspendu, à la surprise générale, un peu par surprise, le vote et des articles et des amendements sur la loi de finances de la sécurité sociale rectificative? C'était le règlement de l'Assemblée nationale qui s'appuie sur la constitution de notre pays, donne au gouvernement un certain nombre d'outils parlementaires qui consistent, dans un premier temps, à réserver le vote d'un certain nombre d'amendements. Réserver le vote, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas votés. Ça veut dire qu'au moment, à l'instant T, le gouvernement propose, et c'est de droit d'ailleurs, la présidence l'accorde automatiquement, tout ça figure dans le règlement. C'est pas nouveau, c'est utilisé parfois sur des propositions de loi lorsque le gouvernement le souhaite, il peut différer le vote. À ce moment-là, les amendements sont discutés, c'est-à-dire que le débat a eu lieu, au fond. Le débat a eu lieu sur la loi de pleinement, finances de sécurité sociale. Tous les amendements proposés par les députés, qu'ils soient frondeurs ou pas d'ailleurs, ont été examinés, débattus avec des positions. Sauf que vous ne savez pas, vous ne dites pas s'ils seront soumis au vote ou pas. Écoutez, le Premier ministre est actuellement, je crois, au moment où on se parle, devant le groupe socialiste et trouvera les modalités pour faire progresser et continuer la discussion. Qu'est-ce qui est en cause? C'est l'amendement concernant la progressivité de la CSG ou est-ce qu'il y a plus que ça? Non, ce n'est pas que cet amendement. Le gouvernement souhaite proposer aux Français, à l'ensemble des forces économiques, syndicales, à l'ensemble du pays, un pacte de responsabilité et de stabilité. Pour ça, il a déjà longuement discuté avec sa majorité. Je vous rappelle que depuis un mois et demi, avec la majorité du groupe socialiste, il y a eu des évolutions dans ce texte. Il y en a eu sur la mesure fiscale de restitution de l'impôt, puisqu'elle a été doublée, une mesure qui sera appliquée si le vote est positif cet après-midi, parce que cette partie sera votée cet après-midi. Il a proposé donc une mesure de diminution de l'impôt d'1,1 milliard pour les foyers les plus modestes. Le gouvernement a, en discutant toujours avec sa majorité, accepté une mesure sur la taxe d'habitation. Donc les débats prenaient trop de temps, c'est ça? La raison précise de cette suspension? Il y avait clairement la possibilité pour que des majorités de circonstances, allant souvent au-delà du Parti socialiste, ça pouvait être le cas avec d'autres partenaires de la majorité, mais aussi avec des élus de l'opposition. On a vu parfois, ça a été le cas dans le PLFR, le projet de loi de finances rectificative, d'amendements qui ont été soutenus à la fois par des députés socialistes, mais aussi par une partie de la droite ou des centristes. Il y avait la possibilité pour que des aménagements excessifs, à notre sens, soient apportés au texte avant son adoption globale. Vous parlez et pas que sur la CSG, pardon, de revenir là-dessus, sur des amendements concernant la réduction de charges pour les salariés, sur la méthode de calcul, on n'aura pas le temps de rentrer dans toute la technique, mais il y avait un certain nombre de sujets techniques avec des incidences financières parfois très lourdes qui conduisaient le gouvernement à dire nous préférons réserver ce vote. Mais est-ce qu'on ne retire pas le pouvoir des parlementaires, justement, comme le disent aujourd'hui, y compris des députés PS? Écoutez, le pouvoir final appartient toujours à l'Assemblée nationale. Sauf si notre constitution. D'un vote bloqué, voire même d'un vote de confiance. Non, on verra quels seront les moyens que préconisera le Premier ministre et le gouvernement pour arriver à l'adoption de ce texte. On n'en est pas là. C'est une procédure qui existe, qui est tout à fait conforme à la Constitution, que pas fréquente, je vous l'accorde, mais qui a permis la discussion au fond sur ces points, et puis il y en a d'autres qui vont venir dans le texte, conduiront le gouvernement ensuite, comme ça se fait toujours. Le gouvernement marque toujours son opposition, enfin marque en tout cas très souvent son opposition à ce nombre d'amendements qui viennent très souvent aussi de sa majorité. Ça m'est arrivé aussi de me retrouver dans cette situation.
Alors, je le rappelle pour nos internautes, on a un projet de loi de finances 2014 rectificatif qui est examiné en ce moment à l'Assemblée. On a aussi un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est le pendant de ce projet de loi. Alors, globalement, à gauche, on a des mesures d'économie drastiques qui sont examinées au Parlement. Et à gauche, ces mesures font pas mal de remous. On parlait des députés frondeurs tout à l'heure. Le vote du budget, vote solennel de ce budget qui a lieu cet après-midi à 16h15, me semble-t-il, est le point d'ancrage généralement d'une majorité. Est-ce que vous pouvez imaginer que des députés frondeurs ne votent pas ce budget ? Ne pas voter, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut dire ne pas participer au vote, ça veut dire parfois s'abstenir, ou ça peut éventuellement être voté contre. Alors, on verra s'il y a des votes dans ce sens. Moi, je ne doute pas que le vote sera très majoritaire en faveur de ce projet. J'ai assisté à toutes les réunions de groupe. Il ne faut pas oublier qu'il y a une très large majorité du groupe socialiste qui suit les positions du gouvernement. Alors après, des alliances de circonstances, je l'ai évoqué tout à l'heure, pourraient, sur tel ou tel point, on l'a vu sur l'apprentissage la semaine dernière, on pourrait le voir sur d'autres sujets, et donc je suis très confiant sur l'adoption du projet de loi de finances rectificative. Concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a des sujets plus délicats. Alors, vous avez parlé de mesures d'économie qui seraient contestées. On va y revenir point par point, mais sur le vote d'abord, est-ce que finalement ce vote ne va pas acter la sortie, par exemple, des écologistes ou des radicaux de gauche de cette majorité ? Puisqu'ils sont plutôt partis pour voter contre, ou en tout cas pour ne pas voter ce budget. Chaque groupe à l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités. Ce que propose le gouvernement, c'est pour relâcher la pression sur les entreprises et sur les ménages. Parce qu'il y a dans ce texte, essentiellement, indépendamment des mesures d'économie, sur lesquelles je suis prêt à ce qu'on revienne, bien entendu, il y a dans ce texte des mesures d'allègement de charges, contributions sociales pour les entreprises, elles sont massives, mais il y a aussi des mesures d'allègement de charges ou d'impôts pour les salariés dans ces deux textes. Et elles sont massives, elles sont très importantes. Il ne faut pas oublier qu'à partir du 1er janvier 2015, sur sa feuille de paye, chaque salarié qui se situe au SMIC et de façon dégressive jusqu'à 1,3 fois le SMIC verra ses cotisations sociales diminuer, donc son salaire net augmenter. Environ 50 € par mois, 45 € par mois pour un SMICA. C'est massif, ça représente 2,5 milliards de recettes en moins. Donc voilà pour le pouvoir d'achat, entre guillemets, mais justement... Il y a la question des entreprises aussi qui fait débat, et en particulier la fameuse question des contreparties. À l'époque, il n'y a pas si longtemps, avant d'être au gouvernement, vous faisiez partie, en tout cas sur cette question-là, des frondeurs, entre guillemets. Vous réclamiez des contreparties, elles ont disparu. Les frondeurs se sont constitués, si vous voulez, et organisés peu après ou au moment de mon entrée au gouvernement. Bon, il y a eu d'abord un manifeste des 89 députés qui réclamaient un nouveau contrat de majorité. C'est quand même déjà un acte fort. Ce manifeste n'était pas le catalogue que l'on a aujourd'hui porté par ce groupe de parlementaires socialistes. Ce catalogue notamment, je vous le rappelle, puisque cette lettre qui avait été adressée au Premier ministre de l'époque contenait un certain nombre de points concernant aussi l'Europe. La politique a souhaité, à conduire, à privilégier pour la France, au nom de la France en tout cas, ce que nous demandions pour l'Europe. Je vous rappelle qu'on était quand même avant des élections européennes. C'est un des éléments qui m'avait conduit à co-signer cette lettre. Il y avait un certain nombre d'interrogations sur des méthodes de travail entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il y avait aussi tout un volet sur les conditions alors concernant ces conditions ou ces contreparties, la position du gouvernement est très claire. Il fait appel à une mobilisation et à une négociation, et j'ose utiliser le mot, à un rassemblement de l'ensemble des forces syndicales et économiques derrière ce projet de réduction de charges, d'investissement et de relance de la compétitivité des entreprises. Mais est-ce que ce pacte de responsabilité, a-t-on aujourd'hui l'assurance que ça ne va pas financer les hautes rémunérations ou encore les dividendes plutôt que l'investissement et l'emploi ? On a des contacts avec de très nombreuses entreprises, petites, moyennes ou grosses. Je me rends moi-même en Lorraine en fin de semaine pour rencontrer une centaine de chefs d'entreprise pour faire avec eux le point, et on l'a déjà fait, de ce à quoi a servi, par exemple, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il faut quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui près de 350 000 entreprises de notre pays
qui viennent de recevoir ce fameux crédit impôt compétitivité emploi pour des sommes qui aujourd'hui, pour celles qui ont clos leur exercice avant la fin de l'année dernière, représentent environ 7 milliards d'euros. Et justement, est-ce qu'on sait comment ont été utilisées ces sommes, écoutez, globalement, dans la masse, on va dire? Que le Parlement, et comme le fait d'ailleurs le gouvernement, évalue l'impact, les conséquences, la déclinaison des mesures qui ont été adoptées, est une règle de bonne pratique. Le Parlement a d'ailleurs mis en place une mission d'information à la demande du président Barthelone sur les effets, l'utilisation du crédit d'emploi. Combien d'emplois créés, c'est toujours difficile, parce que qu'est-ce qui se serait passé sans le crédit d'impôt compétitivité emploi, hein? Je vais prendre un exemple souvent cité, le cas de la Poste. On nous dit la Poste va percevoir du crédit impôt compétitivité emploi. La réponse est oui. De façon importante, la réponse est oui. La Poste a de très nombreux salariés, et souvent avec des salaires qui donnent lieu au versement du crédit compétitivité d'emploi. Sans le crédit impôt compétitivité d'emploi, la Poste serait aujourd'hui déficitaire. Elle est tout juste à l'équilibre à cause du crédit d'impôt compétitivité d'emploi. Ça veut dire, je termine juste sur cet exemple, ça veut dire que clairement, il y aurait eu probablement des suppressions d'emplois à la Poste s'il n'y avait pas eu le fameux CICE. C'est pour ça qu'on a rajouté le E d'emploi. Que les gens ne comprennent pas, on est souvent questionné là-dessus. Pendant 2 ans, le gouvernement a alourdi, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, a alourdi la fiscalité, tous les prélèvements. Et là, maintenant, il nous dit on va les baisser. On a l'impression qu'on est en train d'effacer, là, ce qu'on a fait pendant 2 ans. Non. Quand nous sommes arrivés, pardon de refaire un petit peu d'archéologie financière et budgétaire, nous sommes arrivés en 2010, par exemple, nous sommes arrivés un peu plus tard, mais en 2010, le déficit du budget de l'État était de 148 milliards d'euros. Il sera en 2015, peu ou prou, autour de la moitié. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de moitié, on ne le dit pas suffisamment, du déficit du budget de l'État. Pourquoi ? Parce qu'effectivement... Les chiffres sont contestés, hein. L'Union européenne a publié des prévisions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Non, je ne vous parle pas des prévisions. Je vous parle de 2015. Non, je parle de 2014. Ah, pardon. Je parle de 2014. Nous sommes au milieu de l'année 2014. Prévisions de déficit varieront peut-être de quelques milliards, mais nous serons autour de la moitié du déficit de 2010. Tout le monde, prenez 2013 si vous voulez, on est autour de 80 milliards d'euros. Donc, et 2013 c'est fini, il n'y a plus de contestation. Donc, il a fallu prendre des mesures pour réduire le déficit. Prendre des mesures d'économie, c'est toujours difficile. On en a pris, ça a été contesté parfois, mais on en a pris, et on va en prendre davantage. Et donc, le moyen le plus rapide pour réduire un déficit, c'est d'abord de réduire la dépense. C'est d'abord d'augmenter les recettes parce que ça a un effet relativement rapide. Arrêter au milieu d'une année ou au cours d'exercices budgétaires des mesures d'économie de dépenses est toujours quelque chose qui est plus difficile et plus loin à se mettre en œuvre. Donc on assume effectivement de façon très progressive, je pourrais revenir sur l'ISF, la tranche d'impôt à 45%, enfin toutes les mesures qui assurent de la progressivité de l'impôt, on a pris des mesures qui ont consisté à augmenter les recettes, comme l'avaient d'ailleurs fait nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous disons, nous mettons en œuvre un programme d'économie. Ce programme d'économie va nous permettre de desserrer la contrainte. Alors Christian Eckert, il y a une autre partie de la population, on va dire, qui proteste en ce moment, au-delà des frondeurs de la gauche. Il y a aussi les patrons en pleine mise en place de ce pacte de responsabilité. Est-ce que vous comprenez l'appel des patrons qui a été publié ce week-end dans le JDD Est-ce qu'encore une fois, François Hollande ne mécontente pas tout le monde, à la fois sa gauche et à la fois les patrons ? Il y a effectivement ceux qui voudraient qu'on en fasse moins et ceux qui voudraient qu'on en fasse plus. Pierre Gattaz qui annonce qu'il n'ira pas à la conférence sociale, ça vous inspire quoi ? C'est la semaine prochaine à la conférence sociale. Je pense que Pierre Gattaz a tort dans la méthode, puisque ce que je vous ai dit, c'est que ça a été difficile. Il a fallu discuter avec l'ensemble des organisations syndicales, les salariés et les employeurs, pour mettre au point ce pacte de responsabilité sur lequel tout le monde s'est rassemblé. Sur lequel on a dit qu'il faut qu'il y ait des discussions entre organisations d'employeurs, organisations de salariés, pour mettre en place des accords de branche qui permettent de vérifier que chacun joue le jeu, c'est-à-dire que ça se traduit par de l'investissement, de la création d'emplois, parce que c'est bien ça le but pour pouvoir retrouver du pouvoir d'achat. À ce propos, les patrons vous reprochent d'être contradictoires. D'un côté, vous dites on veut simplifier, alléger, et là, ils vous reprochent des dispositions comme le compte pénibilité sur lequel ils vous demandent de revenir, la durée minimale de 24 heures sur le travail hebdomadaire à temps partiel. En gros, ils disent d'un côté, vous dites que vous allez simplifier, et de l'autre, vous nous compliquez la vie.
on pourrait faire le tri entre des mesures qui ont complexifié et des mesures qui ont simplifié. Il y a, dans la mise en œuvre de la réforme des retraites, puisque vous faites allusion au compte pénibilité, la réforme des retraites a consisté, contrairement à ce qui est dit, à prendre des mesures courageuses qui assurent un retour à l'équilibre des régimes sociaux dans leur ensemble. Ce serait également intéressant de regarder comment on a réduit les déficits des comptes sociaux de façon considérable. C'est un autre débat. Mais qui ont consisté aussi, en face, à mettre en œuvre une mesure qui prenne en compte efficacement et réellement, parce que ce n'était pas le cas avant, la pénibilité. Il y a eu une mission de médiation et d'analyse sur la mise en œuvre de ce compte pénibilité. Laissons les partenaires sociaux travailler, le gouvernement verra à quel rythme il mettra en œuvre cette mesure sur la pénibilité. On pourrait dire la même chose du second sujet que vous évoquez, sur le travail à temps partiel subi ou choisi. Ça a été une décision du Parlement qui a été acceptée par le gouvernement. Là encore, il y a des mesures, des modalités de mise en œuvre qui sont en train d'être discutées avec un certain nombre d'employeurs, puisque ce sont les employeurs qui mettent le doigt sur ce sujet. Quand les patrons réclament un moratoire sur sur les textes qui pourraient durcir la législation ou augmenter les contrôles, est-ce que vous comprenez Quel contrôle ? Augmenter les contrôles dans les entreprises, par exemple. L'inspection du travail. Oui. Il n'y a pas de mesure d'augmentation. C'est ce que demandent les patrons dans leur manifeste. Je ne sais pas si vous parlez des contrôles fiscaux ou des contrôles de l'inspection du travail. Parce que j'ai assisté à beaucoup de réunions de travail sur les assises de la fiscalité des entreprises. Et très souvent, on nous a dit, oh là là, on a trop de contrôles fiscaux. Je veux dire, il n'y a pas eu de mesure ni d'accélération ni de décélération. Il y a une politique rigoureuse qui est menée en matière de contrôle fiscal. Les Français ne comprendraient pas qu'on ait la complaisance, le mot est probablement excessif, par rapport à certains types de contribuables, certains types d'entreprises ou certains types de particuliers. Il y a une obligation pour l'administration fiscale, et Dieu sait si c'est important, de veiller à ce que chacun, ça a été fait notamment pour les Français ayant des avoirs à l'étranger, vous avez observé comment d'ailleurs ça a pu permettre de financer une mesure de baisse d'impôts, une mesure qui a du rendement, et en matière de contrôle, je pense que le gouvernement est sans faiblesse, mais non plus sans excès, sur les contrôles fiscaux. Sur l'inspection du travail, une réforme est en cours, et les choses sont en train d'être travaillées. Je crois qu'elles se traduiront probablement par un texte de loi. Donc pas de moratoire, absolument pas. Non mais écoutez, on demande toujours des moratoires et on ne se félicite jamais lorsque on prend des décisions qui vont... On nous reproche de prendre d'autres décisions qui ne vont pas suffisamment vite. Alors je veux dire, à un moment donné, là encore, c'est une question d'équilibre. Vous vouliez parler de pouvoir d'achat, Christian Eckert, une question de Michel. Oui, et c'est Arnaud Montebourg qui en a parlé dimanche en annonçant un projet de loi sur la croissance et le pouvoir d'achat à l'automne. Alors, est-ce qu'il parle à la place de Manuel Valls? Quel est le contenu ou que savez-vous du contenu de cette proposition? Écoutez, le gouvernement travaille, ça ne vous est pas échappé. Il travaille sur tous les fronts. Y compris pendant l'été. Y compris pendant l'été. Et en équipe. Y compris parfois et souvent même pendant les matchs de football de la Coupe du Monde. Le gouvernement travaille et le moment venu, vous aurez les informations sur ce qu'a voulu dire Arnaud Montebourg. Mais vous le savez, vous, ou pas? Écoutez, moi, je n'ai pas à trahir les secrets des délibérations du Conseil des ministres du Travail gouvernemental. Un amendement écologiste qui a été rejeté voulait annuler 220 millions d'euros d'économies sur les investissements pour la transition écologique et énergétique. Ce type de signal est-il bon? Ségolène Royal et le gouvernement proposent des mesures extrêmement fortes sur la transition écologique. Un texte sera étudié prochainement, mais des premières mesures ont déjà été développées, annoncées et certaines seront besoin de financement. Certaines seront besoin et qui ont grand besoin de financement. Je vais vous trahir quand même un secret, c'est que je vais ce soir à Matignon avec Ségolène Royal et Michel Sapin autour du Premier ministre pour voir comment nous allons arbitrer le futur budget sur les 3 prochaines années du ministère de l'Environnement. C'est la même chose avec tous les ministères et c'est aujourd'hui, en ce qui nous concerne, notre travail interne, que nous allons arbitrer ces mesures. Donc il y a des mesures très fortes. Il y a eu une annulation de crédit de 220 millions d'euros dans la loi de finances rectificative. Je vous rappelle aussi qu'il y en a eu 350 millions
ministère de la Défense, qu'il y en a eu dans tous les ministères. Nous aurons passé en revue au milieu de l'année l'ensemble des budgets de tous les ministères parce que nous avons décidé de faire 1,6 milliard d'économies budgétaires. Sur le budget du ministère de l'Environnement, nous avons constaté la sous-exécution d'un certain nombre de dispositifs qui nous ont conduits à dire, en bonne gestion, quand on voit que des budgets ne seront pas consommés dans l'année... C'est le ministère le plus touché, ce sont les crédits les plus impactés, on va dire, dans le plan d'1 milliard d'économies. Je demande une petite seconde pour essayer une grosse minute, pour essayer de vous expliquer avec plaisir. Comment on travaille en matière d'économie budgétaire. Certains imaginent qu'on passe un coup de rabot. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, le budget de l'État, grosso modo, c'est 220 milliards d'euros. Chaque ministère représente un certain pourcentage de ce budget et on va demander à chaque ministère d'appliquer le même coefficient pour réduire les dépenses. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Comment ça se passe? Les budgets des ministères sont très variables. Prenons le ministère de l'Éducation, qui est un très gros budget. Gros poids dans le budget de l'État. Le ministère de l'Éducation, son budget est principalement constitué par des rémunérations de fonctionnaires, des enseignants. En milieu d'année, vous pouvez difficilement agir sur l'évolution de ces crédits. D'accord ? Vous avez d'autres ministères qui sont constitués, pendant le ministère des Affaires sociales, par des dépenses de prestations. On verse des prestations sociales. Versement des prestations sociales, sauf à les supprimer, ce qui est peu envisageable par les temps qui courent, elles sont conduites à suivre l'évolution de la situation sociale. Donc vous avez dans ce budget des évolutions positives qui sont prévues. Nous avons prévu d'augmenter un certain nombre de budgets. Ça veut dire que sur d'autres budgets, nous diminuons plus que la moyenne. Et donc on prend ministère par ministère la nature des dépenses, la situation au milieu de l'année, ce qui est engagé, qui peut être piloté, arrêté, ralenti, décalé, et ce qui ne peut pas l'être et qui conduit à des dépenses obligatoires. C'est ça qui a décliné ce milliard d'euros d'économies qui devra, je pense, être voté cet après-midi. On y est sur les économies. Il y a aussi un autre point qui a été abordé ces derniers temps à l'Assemblée, c'est le remplacement de l'écotaxe par un péage de transit poids lourd qui ne rapportera plus finalement que 560 millions d'euros en année pleine. Justement, ça concerne aussi la transition énergétique. Donc c'est moitié moins que l'écotaxe qui était prévue à l'origine. Où est-ce qu'on va trouver l'argent qui manque? Christian Eckert. Ça fait partie de la discussion du jour que j'ai évoquée tout à l'heure. Quelles sont les pistes? Je ne suis pas sûr qu'elles soient tranchées aujourd'hui. Nous avons plusieurs pistes actuellement à l'étude qui consistent à regarder là encore quelles sont les dépenses obligatoires, je veux dire contraintes, les engagements qui ont été pris par la FITF, l'agence pour financer les infrastructures de transport. Et puis nous dirons le moment venu quels seront nos choix. Ségolène Royal a évoqué la piste des compagnies d'autoroutes. Il y a d'autres possibilités. Et là encore, je ne peux pas aujourd'hui annoncer des choses qui ne sont pas encore tranchées. Lorsque vous étiez député, vous étiez favorable à l'assujettissement des œuvres d'art à l'ISF. Est-ce que ça fait partie des possibilités de recettes nouvelles qui ne figurent pas actuellement dans votre budget, je crois? D'abord, ça ferait probablement une recette plus symbolique que massive, marginale, disons-le clairement. Et puis, cette porte a été refermée. Voilà. Cette porte a été refermée, il y a eu un vote négatif, un refus du gouvernement. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont, à chaque loi de finances, resservir, si j'ose dire, les mêmes amendements. Il y a un certain nombre de débats qu'il faut fermer si on veut réformer la société comme on souhaite le faire. En parlant de nouvelles recettes, dans le domaine du tourisme, il y a eu quelques débats sur la majoration de la taxe séjour. Vous avez eu une voix un peu différente, voire discordante, avec le ministre Laurent Fabius. Qu'en est-il? Non, je veux préciser les choses. Les parlementaires ont proposé deux amendements essentiellement. L'un qui permet, qui n'oblige pas, des collectivités qui souhaiteraient le faire, puisque je rappelle que la taxe de séjour est perçue par les communes, ou les communes, oui. Donc certaines communes, on les autorise, on augmente le plafond qui leur permettrait, pour certaines catégories d'hôtels, notamment les plus onéreuses, de pouvoir augmenter leur taxe de séjour. C'est une demande qui vient des collectivités territoriales. Pas vous le détailler, mais enfin, la ville de Paris notamment, où on observe d'ailleurs des taxes de séjour bien inférieures à celles des autres grandes capitales touristiques européennes. Je ne pense pas que ce soit un facteur d'attractivité massif que d'avoir une taxe de séjour de quelques euros sur des nuitées d'hôtel 3, 4 étoiles ou plus,
comme ça se pratique aujourd'hui. Donc le gouvernement a recommandé la sagesse à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il s'en est remis, on parlait tout à l'heure de déni de démocratie, il s'en est remis au choix des parlementaires. C'est eux qui ont porté. Mais donc, eux sont remontés aussi, parce que je vois les radicaux de gauche, par exemple, ce matin, sont contre... Ils ne sont pas tous unanimes, heureusement. Je veux dire, dans ce pays, il y a des débats. Mais le choix des parlementaires sera respecté, premier c'est ce que point, vous nous dites ce matin. Alors, je vais y venir. Le deuxième amendement a consisté à dire, pour financer les transports en Ile-de-France, on a besoin de recettes. Ces recettes, beaucoup, y compris à droite d'ailleurs, ça fait partie des recommandations, des propositions de Gilles Carrez, qui n'est pas le premier des gauchistes, beaucoup ont suggéré que l'on mette une taxe de séjour en Ile-de-France de 2 € par nuitée, qui puisse permettre de financer la rénovation des transports, métro, RER, nouvelles lignes de transport. Le gouvernement s'est montré également sagesse sur cet amendement qui a finalement été adopté par l'Assemblée. Alors, où en est-on aujourd'hui et que va-t-on faire? Moi, j'ai retranscrit la position du gouvernement. Bon, Fabius a une expression qui concerne les compétences de son ministère. On va profiter de la navette parlementaire pour voir comment éviter peut-être quelques effets pervers. Certains ont parlé du fait que la taxe de séjour est payée par personne et que parfois pour des hôtels de petite catégorie, on pourrait avoir un certain nombre de problèmes. Nous allons mettre à profit la navette parlementaire, puisque le texte va aller au Sénat, il va revenir à l'Assemblée. Donc le gouvernement va demander un réexamen, un réaménagement des ça, c'est fréquent. Enfin, franchement, c'est très fréquent que des amendements adoptés en première lecture qui sont sujets à débat, on s'en remette à la discussion parlementaire pour arriver à la fin de la lecture du texte. Là, il y aura 2 lectures à l'Assemblée. Le Sénat fera son travail, mais on peut penser qu'il va refuser le texte. En tout cas, c'est la tradition, si j'ose dire, depuis quelques mois sur les textes financiers. Donc le texte reviendra à l'Assemblée, sera retravaillé sur ce point, et on verra quel sera le choix des parlementaires. On a parlé, Christian Eckert, de la transition énergétique, on a parlé de l'emploi, on a parlé du tourisme, on vient de le faire. Est-ce qu'en période de disette budgétaire, comme celle que l'on vit en ce moment, les priorités du gouvernement ne sont-elles pas trop nombreuses? On a l'impression qu'il y a beaucoup de priorités. Le tourisme en fait partie, d'ailleurs, c'est ce que Laurent Fabius défend. Est-ce qu'on ne devrait pas se focaliser sur une seule priorité? Trop de priorités tue la priorité. C'est une Vous l'avez dit à l'Assemblée. Un peu creuse. Si j'additionne toutes les priorités, je ne vois pas très bien comment on va arriver à un objectif de maîtrise des dépenses publiques. Pourquoi? Parce Christian Eckert à l'Assemblée nationale. Bien sûr, mais je ne renie pas mon propos et je viens de le confirmer. Le gouvernement a affirmé la priorité sur l'éducation et il met en place les emplois qu'il avait promis sur ce point. Il a mis en place une priorité sur la justice et la police. Et nous mettons en place les emplois correspondants et bien sûr les crédits budgétaires et les crédits d'équipement qui vont avec, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des emplois, il faut également créer un environnement qui permette à ces gens de travailler. Donc ces priorités sont maintenues, elles sont fixées. En dehors de ces questions purement budgétaires, il y a une priorité qui est faite pour moderniser le pays, avec des économies sur la réforme de l'État, on aura l'occasion d'en reparler certainement, la réforme de l'hôpital, la réforme de notre système de santé, quelque chose qui marche bien, hein, je vous le ferai remarquer quand même, les dépenses sociales sont parfaitement maîtrisées sans qu'on ait un effondrement de l'offre de soins dans notre pays, même si ici ou là il peut y avoir quelques difficultés. Et donc nous mettrons en œuvre la priorité pour l'emploi et pour la compétitivité. C'est l'objet de ces 2 textes qui viennent en cours d'année, effectivement, parce qu'il faut accélérer pour donner de la compétitivité, donc de l'emploi, donc du pouvoir d'achat. Alors on va s'interroger pour finir sur les résultats de ces économies. On l'a appris hier de l'INSEE. La dette publique brute de la France, selon les critères de Maastricht, représente 93,6% du PIB de la France. C'est en hausse de 1,8 point par rapport au 4e trimestre 2013. C'est quand même assez colossal, Christian Eckert. Est-ce que ce budget rectificatif, dont le vote solennel a lieu, je le rappelle, cet après-midi, n'est pas déjà caduc finalement, avant même d'être voté? Non, parce que question très technique sur l'évolution de la dette. La France a des dettes à court terme, elle a des dettes à moyen terme, elle a des dettes à long terme. Et je vous ferai remarquer qu'un certain nombre de dettes qui ont été souscrites au cœur de la crise financière et économique viennent à échéance et à renouvellement. Donc il y a là tout un dispositif qui serait évidemment difficile d'analyser ici en quelques minutes. Donc il en reste peu. Que la dette progresse,
et se stabilise, c'est plutôt la tendance. Là, vous faites référence à un chiffre qui a concerné la dette sur un trimestre, en comparaison au trimestre C'est précédent. pour ça que c'est impressionnant. Non, 17 milliards de plus en un c'est un trimestre glissant, hein, c'est-à-dire c'est pas sur un trimestre qu'il y a une progression, c'est par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. Et donc, il faudra apprécier les choses en fin d'année. Nous, si le financement de la croissance se faisait par la dette, ça se saurait. C'est d'ailleurs un des points de débat qui a lieu parfois au sein du Parti socialiste sur les positions de Quand certains. même, la situation est extrêmement tendue. On a la dette qui monte, ça vous ne le niez pas. On a des recettes fiscales qui sont inférieures à ce que vous escomptiez. Vous avez beaucoup de difficultés à réduire les dépenses, à les réduire effectivement. Est-ce que ce budget supplémentaire va tenir jusqu'à la fin de l'année, ou est-ce qu'il ne faudra pas encore ajuster avant la fin de l'année? Non, il n'y aura pas d'ajustement. En tout cas, il n'est pas prévu d'ajustement avant la fin de l'année. Je vous ferai quand même observer, M. Roy, que il y a 2 ans, la question qui était posée, c'était est-ce que l'euro allait tenir et est-ce que la France aurait la capacité d'emprunter sur les marchés financiers? C'était la situation au moment où nous sommes arrivés. Certains avaient même prédit que l'élection de la gauche entraînerait l'explosion des taux d'intérêt et le fait qu'on n'arriverait plus à trouver sur les marchés financiers des gens pour nous prêter. Aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. Vous l'avez décrite avec un regard sévère. Objectivement, je vous l'ai dit, le déficit est réduit de moitié, le budget de l'État. Les taux d'intérêt sont les plus faibles que nous n'ayons jamais connus. Alors on nous dit c'est parce qu'il y a des liquidités abondantes sur les marchés financiers. Et ça fait quand même 1 an que ça dure. Pas de signe massif d'évolution possible. Et ça veut quand même dire que ceux qui nous observent, que ce soit la Commission, que ce soit, on en parle moins en ce moment, les agences de notation, mais en tout cas les professionnels de la finance, de la grande finance internationale, ont confiance dans la capacité de la France à tenir. En parlant d'économie, la Cour des comptes a envisagé, préconisait des économies plus structurelles. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du temps de travail des fonctionnaires ou encore le gel des embauches dans des ministères prioritaires? Nous, concernant les embauches, il faut que les choses soient très claires. Nous stabilisons à peu près, on aura les chiffres exacts dans le projet de loi de finances à venir, nous stabilisons à peu près l'ensemble des fonctionnaires et des agents de l'État, en nombre. Et la masse salariale est quasiment stabilisée malgré ce qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire les augmentations de salaire qui ont lieu dans la fonction publique de façon naturelle. Ça veut dire que comme nous créons des emplois supplémentaires dans l'éducation nationale, dans la police et la justice, ça veut dire que dans les autres secteurs, mais y compris dans les ministères concernés, c'est-à-dire sur les administrations centrales à l'éducation nationale ou au ministère de l'Intérieur, nous réduisons le nombre de fonctionnaires. Et sur l'augmentation du temps de travail, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça consiste à faire une économie, l'augmentation du temps de travail? Ça permet d'embaucher moins. C'est ce que propose la Cour des comptes. La Cour des comptes propose beaucoup de choses. J'observe que son imagination créative, indépendamment du fait qu'elle reconnaît les économies faites sur le budget de l'État. Là aussi, on cite souvent les passages un peu critiques de la Cour des comptes ou les propositions fortes de la Cour des comptes. Je vous rappelle que la Cour des comptes reconnaît que la maîtrise des dépenses publiques a eu lieu comme jamais dans ce pays. Et que la méthode de comptabilisation des économies, qui sont en train d'être déclinées et qui vont venir texte après texte, feront que la dépense sera contenue. Alors en volume, en valeur, les spécialistes le diront le moment venu. Ce qui va se passer exactement. Christian Eckert, il nous reste 3 minutes et 3 questions. Ce sont les questions d'actu de la semaine. On va élargir un petit peu les sujets et c'est Michel qui commence. Oui, jeudi, on a eu le chiffre du chômage qui était mauvais et très mauvais. Et l'INSEE a jugé de surcroît que la croissance ne connaîtrait pas cette année l'accélération espérée par le gouvernement. Le pacte, il va servir à quelque chose en la matière? Mais évidemment, c'est bien pour ça que nous mettons en œuvre ce pacte de responsabilité, parce que nous pensons qu'au travers de ces mesures, au travers de la confiance que nous espérons voir renaître dans ce pays... Mais il sera suffisant pour pour casser cette spirale?
Écoutez, le pacte correspond à l'équilibre de ce que l'on peut faire sans dégrader la situation des finances publiques et de ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir relancer la croissance et atteindre au mieux, au plus près, nos objectifs. Vendredi, le patrimoine des ministres a été publié. Vous sembliez plutôt réticent à la loi sur le contrôle du patrimoine des élus. Pourquoi cette réticence alors que l'affaire Cahuzac a marqué les esprits? Non, partant de reprendre votre formulation, c'est un sujet qui est très sensible, je crois, sur le plan, ça intéresse les Français. C'est un sujet qui touche quand même à l'intimité de chacun. Je ne suis pas, loin de là, je ne suis pas opposé au contrôle du patrimoine des élus. Je suis même demandeur, et j'ai voté des textes qui permettaient à la haute autorité chargée de ce contrôle de disposer de tous les pouvoirs pour le faire en utilisant y compris les pouvoirs de l'administration fiscale. Donc je suis très clair là-dessus, que le patrimoine, l'évolution du patrimoine des ministres notamment, soit contrôlée. J'y suis favorable, je suis demandeur et j'y suis largement prêt. La question de la publicité et de l'évaluation, on n'aura pas le temps ici par exemple de parler de mon cas personnel, donne lieu à des débats sans fin. Chaque cas est un cas individuel. On aurait beaucoup de choses à dire chacun sur nous-mêmes, sur notre famille, parce que c'est une affaire aussi qui touche, je vous l'ai dit, à l'intimité de chacun. Et c'est une question où je suis prêt à consacrer 40 minutes, si vous voulez bien. La prochaine fois. Mais que je ne peux pas amplifier. Par contre, donc, le contrôle, oui, la le transparence, contrôle, attention. tout à fait, et plus que jamais. Que et s'il faut en faire plus, je suis prêt. Dernière question. Aujourd'hui même, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans une affaire de trafic d'influence. Il aurait cherché, je dis bien, il aurait cherché à se renseigner sur les affaires, notamment les affaires de financement de sa campagne de 2007 et leur traitement par la justice. On ne va pas vous demander de vous prononcer bien évidemment sur le fond du dossier, mais on entend plusieurs élus UMP aujourd'hui crier au complot anti-Sarkozy. J'entendais Bastien Hugues, député du Nord, ce matin à la radio. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin? Chaque citoyen, quel que soit son passé, quelle que soit sa situation, est comptable devant la justice des faits que la justice a besoin d'éclaircir concernant son comportement. Le président de la République bénéficiait d'une immunité lorsqu'il était président de la République. On peut poser débat d'ailleurs, certains ont posé ce débat. Aujourd'hui, il est plutôt en arrière-plan. Et évidemment, il faut que la justice puisse faire son travail. Elle le fait avec patience, avec rigueur, je pense, parce que franchement, je pense que les juges qui conduisent ce type d'affaires sont aussi des femmes et des hommes comme vous et moi, et savent qu'ils doivent être particulièrement attentifs et rigoureux dans les procédures qu'ils conduisent. Ça ne veut pas dire plus que ce que vous avez dit. Est-ce qu'on ne cherche pas à épingler un ancien président à un tableau de chasse Non, j'ai une trop haute opinion des magistrats de notre pays pour penser qu'on pourrait jouer avec ce type de situation. Laissons la justice, bien entendu, faire son travail, mais personne n'est à l'abri des enquêtes. Tout le monde bénéficie du principe de présomption d'innocence, mais nul n'est à l'abri d'être comptable et redevable des actes qui auraient pu être commis et qui seraient démontrés par un juge d'instruction, parfois même plusieurs juges d'instruction, ce qui est toujours aussi une certaine sécurité. Merci Christian Eckhardt. Ce sera le dernier mot de cette qui vous émission. remercie. Merci encore d'être venu beaucoup. parler du budget rectificatif sur ce plateau. Merci Anne-Laetitia, merci Michel. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la dernière émission de cette saison. On fait un break pendant les 2 mois d'été. On se retrouve bien évidemment à la rentrée en septembre. Et d'ici là, restez connectés. À bientôt.